Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Vous présidez Planète Finance, vous écrivez évidemment de nombreux ouvrages et vous connaissez extrêmement bien la politique et particulièrement le président de la République qui doit s'exprimer bientôt. La situation est quand même très grave. Croissance ajournée, réformes en panne, gouvernement qui semble un peu dépassé, des sondages très mauvais. Moins de 2 Français sur 3 qui se disent déçus par son élection. 51% des Français qui pensent que François Hollande est un mauvais président. C'est notre sondage CSA aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent ce soir? Il faut replacer tout ça. Si j'étais à sa place, oui. Je crois qu'il faudrait d'abord commencer par replacer tout ça dans un contexte. Le contexte, c'est que tous les gouvernements en Europe sont impopulaires. Sauf Angela Merkel. Elle n'est pas impopulaire, en effet, vous avez raison. Mais si on regarde la situation de chaque pays, tous les pays sont dans une situation bien plus mauvaise que la France. L'Allemagne aussi, parce que l'Allemagne a une situation démographique catastrophique. Mais économique... trompeuse. Et si j'étais un opposant allemand, je saurais quoi dire. La démographie catastrophique, ils sont dans les mauvais secteurs, leurs banques sont dans une situation très mauvaise. Parlons de la France, Jacques Attali. Et l'emploi n'est bon que parce qu'il le masque par des emplois extraordinairement sous-qualifiés. Donc, nous ne sommes pas mauvais élèves. En plus, je trouve qu'il y a une dramatisation excessive. Il y a d'énormes problèmes dans la société française, il y a un chômage majeur, mais quand on dit baisse historique du pouvoir d'achat, c'est baisse de 0,1%, alors qu'on a augmenté toutes les années précédentes. Il ne faut pas non plus dramatiser. Mais c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui en France, c'est d'abord une confiance collective dans le fait qu'on doit faire des efforts ensemble pour s'en sortir et qu'on peut s'en sortir. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande puissance, nous avons encore des entreprises majeures, plus que jamais, on a des créateurs de toutes sortes, enfin, on peut faire un discours très fort là-dessus. Ensuite... Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'on n'entend pas le discours très fort. C'est en tout cas, les Français n'ont pas l'impression d'entendre un discours très fort. Et puis, il faut, je crois, choisir une vision. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est être serein. On a un moment difficile, mais c'est qu'un moment difficile. Il faut être précis, parce qu'il faut dire ce qui ne va pas, et il faut dire les réformes qu'il faut faire. Et les réformes sont très nombreuses, il faut les faire maintenant. Je pense qu'il faut faire beaucoup de choses par ordonnance, vite, non seulement sur le logement, mais agir sur la formation professionnelle, sur un très grand nombre de secteurs rapidement. Et puis, je crois qu'il faut donner une perspective à 4 ans, puisque le président lui reste 4 ans. Donc il faut qu'il dise non pas qu'est-ce qui se passera au 1er janvier 2014, mais ce qui se passera en mai 2017, quand il rendra son mandat ou quand il sera candidat de nouveau. Donc, il faut situer l'effort par rapport à une perspective longue, plutôt longue, 4 ans c'est long tel que ça paraît, et cette perspective, à mon sens, elle est justice sociale, Europe. Voilà la perspective. Est-ce qu'il ne doit pas quand même reconnaître qu'il a sous-estimé la gravité de la crise? Non, ça c'est injuste de dire ça. Je suis pas là pour le défendre. Il a parlé de réduction de la dépense, il a dit qu'il fallait réduire la dette. Mais est-ce qu'en arrivant, il ne s'est pas retrouvé devant une situation quand même beaucoup plus difficile que ce qu'il avait prévu? Oui, mais ce n'est pas de sa faute. Moi, j'avais écrit un éditorial, comme chaque semaine dans l'Express, et avant les élections, j'avais écrit, quel que soit le résultat, 7 mai, gueule de bois. Donc c'est arrivé, qui que ce soit qui était présent. C'est évident qu'une campagne, c'est fait pour promettre, pour oublier les problèmes. Mais tout le monde savait, et il l'avait dit lui aussi dans la campagne, que la situation était terrible. Et c'est vrai que la situation est très grave. C'est vrai que la situation est très grave, et je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que ce pays ne s'est pas réformé depuis longtemps. Je pense, pour ma part, qu'il ne s'est pas réformé. Vous voulez dire que la période de Nicolas Sarkozy n'a pas été une période de réforme? Non, d'aucune façon, mais il n'est pas le seul à blâmer. Ça n'a pas été, il n'y a eu aucune réforme sur les deux gouvernements, les deux présidences de Jacques Chirac, y compris avec Lionel Jospin comme Premier ministre. Non, parce que c'était une cohabitation. Et si vous remontez dans l'histoire, la cohabitation commence en 1986. Mais la France, elle est comme ça. La France, elle n'aime pas se réformer. Elle aime les révolutions, elle n'aime pas les réformes. Et elle a fait 3 mouvements forts, 45, 58, 81. Depuis, rien. C'est l'ancien président le président de la commission pour la croissance qui dit cela, qui avait proposé des réformes et qui n'ont pas été toutes suivies. J'ai proposé des réformes qui ne sont pas moi tout seul. Nous étions une commission unanime qui allait de la CGT au MEDEF. Et nous avions proposé des réformes unanimes. Il aurait suffi d'appuyer sur un bouton, on les aurait fait. C'était une pilule peut-être difficile, même si elle était très juste à avaler. Et la France ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Mais ça n'est qu'un exemple. Ce qui s'est passé dans les gouvernements précédents était pareil. Pas de réforme, pas de réforme, pas de réforme. Tout simplement parce que nous sommes une collection de rentes et personne ne veut toucher à une rente de peur qu'on lui demande de toucher à la sienne. Alors la question, c'est est-ce que François Hollande a la force de faire ses réformes? En tout cas, il n'en donne pas suffisamment le sentiment. Et je voudrais citer Philippe Aghion, économiste que vous connaissez, qui était dans ma commission. Voilà,
qui dit il doit agir en chef de guerre comme au Mali. Je sur suis l'économie. Je suis entièrement de cet avis et Philippe redit ce que nous avons dit dans cette commission. À un moment, il faut agir fort, vite. Alors, il a commencé, il ne faut pas non plus sous-estimer ce qu'il a fait. Il a rebalancé l'équilibre sur les dettes. Il a un petit peu agi déjà sur les retraites. Il a un petit peu agi sur la compétitivité, toutes choses qui n'avaient pas été faites par le gouvernement précédent. Donc, mais moi, je comparais la situation de la France à quelqu'un qui a été drogué au laxisme pendant 25 ans. Laxisme de toutes sortes, c'est pas seulement le laxisme budgétaire, c'est le laxisme des salaires mirobolants des patrons, etc. Et drogué au laxisme. Et puis brusquement, il y a quelqu'un qui dit « Ah, je vais vous enlever un petit peu de votre drogue ». Bah alors tout le monde est mécontent. Il en remet aussi un petit peu. Il en remet un petit peu aussi. Non, il enlève un peu, puis il en remet un peu sur d'autres domaines. Et par exemple, sur les retraites, quand il est arrivé, il a rectifié un peu la réforme des retraites. Il a rectifié, mais de façon tellement marginale. Il s'agissait simplement, et ça c'était la moindre des choses, que de dire ceux qui ont travaillé les 42 ans et demi de cotisation, quand ils ont commencé plus tôt, prennent leur reprendre avant. Ça, c'est pas le problème. Là où il n'a pas touché, comme aucun des gouvernements précédents sur la retraite, c'est le gouvernement précédent a laissé des retraites en faillite en 2017, alors que dans la commission, on avait dit que votre réforme ne suffit pas, il n'a pas fait, et il n'a pas touché au régime complémentaire, régime spéciaux. Les régimes spéciaux, évidemment, doivent être remis en cause, comme il faut remettre en cause la répartition entre départements et régions, qui est un gaspillage. En fait, la réforme de l'État, notamment, oui. elle est indispensable. Peut-être que c'est là qu'il faut faire des économies. Mais est-ce qu'il y est prêt? C'est là où on peut se dire que, progressivement, l'opinion publique prend conscience de réformes qu'on lui demande de faire, mais qu'on n'a pas exigées du président précédent, alors qu'il était évident qu'il fallait les faire. On ne les a pas demandées. Alors, il a été battu parce qu'il ne les avait pas faites. Et c'est vrai que maintenant, il faut les faire. Je pense que l'actuel président a une fenêtre de tir qui va, à mon avis, jusqu'à septembre. C'est-à-dire jusqu'au dépôt du budget 2014. Il faut réformer vite, de façon chirurgicale, réduire les dépenses publiques, ou plus exactement les rendre plus efficaces, parce que ce n'est pas une question de réduire. Si on réduit, on coupe aussi des emplois et ce n'est pas bon en soi. Il faut les rendre plus efficaces, il faut focaliser les dépenses de transfert là où c'est le plus utile, c'est-à-dire sur celles qui sont justes. Il faut moderniser la fiscalité, il y a un nombre de choses absolument considérables à faire, mais si on ne les fait pas, et à mon avis par ordonnance, d'ici au mois de septembre, après on va être englué dans la préparation des élections municipales, puis des élections européennes, et personne n'osera plus toucher à rien. C'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce que François Hollande ne fait pas d'abord de la politique pour être réélu, pour faire réélire ses amis aux prochaines élections, plutôt que défendre l'intérêt du pays? C'est toujours la question qui se pose. On peut comprendre un homme politique qui fait de la politique, sinon il ferait un autre métier que faire celui-là. Et moi, si j'ai choisi de ne pas faire de la politique au sens d'élu, c'est parce que je veux être en situation de pouvoir dire librement ce que je pense, quelles que soient les contraintes. Mais je crois que le pays est assez mûr pour entendre des choses indépendamment des contraintes politiques. Il a besoin, et moi j'ai très peur que ce pays qui demande de l'autorité, dans le contexte de la démocratie, finissent par demander de l'autorité sans plus se préoccuper de la démocratie. C'est une peur à moyen terme, pas immédiate. Mais quand on voit monter tous les populismes de toute nature, on peut se dire que ce qui monte maintenant, cette demande d'autorité, il faut vite la saisir dans le contexte parlementaire. Mais alors, vous serez peut-être d'accord avec Alain Minc qui dit aujourd'hui, il faudrait que le chef de l'État fasse son propre tournant de la rigueur, comme François Mitterrand en 1983. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, mais pas le sujet. Qu'ils reconnaissent qu'il faut aller encore plus loin. C'est pas le sujet. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de tournant en 1983, mais on peut en reparler. Aucun tournant. Il y aurait pu avoir un tournant vers la gauche ou la droite, il n'y en a pas eu. Deuxièmement, j'aurais aimé que mon cher ami Alain Minc donne ce même conseil au président qu'il conseillait et qui, à lui, a dépensé sans limite et a augmenté les dépenses publiques qui nous met dans la situation dans laquelle on est, mais sans polémiquer de façon particulière. Et enfin, je pense qu'en effet, aujourd'hui, ce n'est pas un problème de rigueur. Absolument pas. C'est un problème de réforme de fond. C'est un problème de réforme de compétitivité, de justice sociale, d'efficacité de l'État, de réduction des niveaux. Ça n'a rien à voir avec la rigueur. Est-ce que la pression fiscale, quand même, est-ce que la manière dont l'augmentation des impôts a été organisée depuis l'arrivée de François Hollande, mais même quand elle n'a pas été suivie d'effets, même quand c'était seulement des effets d'annonce pour les 75%, est-ce que ça n'a pas été fatal? Est-ce que ça n'explique pas une partie de la perte de confiance aujourd'hui? Nous étions un pays drogué à la baisse des impôts. Depuis l'an 2000, gouvernement Jospin, les impôts baissent. On a oublié de baisser en même temps les dépenses. Donc à un moment, il fallait faire quelque chose. Il fallait baisser les dépenses et augmenter les impôts. On a perdu, depuis l'an 2000, 600 milliards de recettes fiscales par le laxisme. Alors évidemment, quand après on se réveille en disant « Ah bah il faut les augmenter », bah oui,
Mais les augmentations des impôts servent à payer le laxisme des 10 ans qui ont précédé, 12 ans qui ont précédé. Donc c'est là la gravité de la situation. Ce qui fait que quand les gens disent « Ah, on a tort d'augmenter les impôts », on devrait leur dire « Vous avez eu tort de les baisser ou vous avez eu tort de ne pas baisser les dépenses quand vous étiez aux affaires. » Aujourd'hui, vous pensez qu'il faut rester à ce niveau-là? Non, je pense qu'il faut être plus efficace. Je pense qu'il faut certainement baisser les dépenses et ensuite baisser les impôts. Mais d'abord baisser les dépenses. Mais aussi, et de façon, et réorienter les impôts parce qu'il est évident qu'il ne faut pas que les impôts conduisent au départ ni des jeunes, ni des entrepreneurs. Alors, ça, c'est une dimension importante. On dit ce soir que peut-être François Hollande va annoncer que les 75% vont être remplacés, enfin vont être payés par les entreprises qui paieront leur cadre supérieur de au-dessus d'1 million d'euros. Eh bien, les entreprises paieront ces fameux 75%. Ça va pas être dissuasif? Dissuasif de quoi? Pour justement l'emploi de ces cadres supérieurs pour ces entreprises? D'abord, je ne peux pas commenter une proposition qui n'a pas été faite. Et ensuite, elle a été évoquée aujourd'hui de façon assez... Elle avait déjà été évoquée, elle n'a pas été évoquée. Enfin, c'est anecdotique, ça veut dire que les cadres pourraient toucher beaucoup plus et ne paieraient pas les 75%, ça reviendra à ça. Mais on commentera une fois que ça soit fait. Et puis, de toute façon, nous sommes dans un contexte beaucoup plus grave que de savoir si les 75% qui concernent 1000 personnes sont concernés. On est dans un contexte où il faut garder les talents, et ça ne concerne pas que ça, où il faut, pour le président de la République, donner un projet, et il faut qu'on sache ce qu'il veut faire en matière européenne. Il faut qu'on sache quelle Europe il veut construire. Or, pour moi, il faut justement profiter du fait que l'Allemagne n'est pas encore en situation électorale pour proposer. La France doit proposer, et moi, je ne vois pas de 3 solutions pour notre pays. Ou nous renonçons à l'euro, et nous partons dans une aventure que je peux comprendre, mais que je combattrai, nationaliste, anti-européenne, en abandonnant la monnaie unique, en ouvrant les vannes d'une banque française centrale, etc., qui nous conduira, à mon avis, au désastre, mais c'est un choix, où on fait une véritable intégration fédérale de l'eurozone, en donnant du pouvoir à l'eurozone, en lui donnant des moyens de créer les instruments de croissance. Et là, il y a une réserve de croissance européenne absolument gigantesque. Et ça, il faut le proposer. Le pari sur l'Europe, c'est ce qu'il a fait, François Hollande, mais on dirait qu'il n'y arrive pas. Le pari de la relance par l'Europe, le pari de la croissance par l'Europe. Ça n'a pas été fait encore. Pour l'instant, l'Europe a plutôt bien géré, mis à part quelques à-coups, mais on a bien géré les différentes crises nationales. Mais la gestion des crises nationales ne conduit pas en tant que telle à une solution d'ensemble. La solution d'ensemble, ce n'est pas en colmatant chacune des brèches qu'on va la trouver, et en se donnant un vrai projet collectif. Est-ce qu'il est assez fort en face d'Angela Merkel pour pouvoir obtenir cela? Si on ne demande rien, on n'a rien. Or, je crois que les Allemands vont commencer à comprendre, sans doute plus en approchant les élections après, que la chute du reste de l'Europe est un désastre pour eux. D'autant plus, encore une fois, que leur démographie est catastrophique et qu'ils ne peuvent plus se permettre de penser qu'ils vont pouvoir vivre simplement sur leur puissance exploitatrice. Ils ont besoin que les autres Européens consomment. Ils ne peuvent pas avoir un excédent de balance des paiements supérieur à celui de la Chine, ce qui est fait au détriment des autres Européens, c'est-à-dire leurs principaux clients. Donc je crois que pousser les Allemands à une relance, penser ensemble à une relance européenne, c'est quelque chose que la France doit proposer et qu'elle peut convaincre les Allemands d'accepter parce que c'est dans l'intérêt de l'Allemagne. L'affaire chypriote, elle ne relance pas la crise de l'euro pour vous? Ah si, la crise de l'Europe, la crise de Chypre montre que la supervision bancaire est urgente, qu'on ne peut pas attendre fin 2014 pour le mettre en place, parce qu'après la crise de Chypre, qui était prévisible depuis le moment où il y a la crise grecque, et la crise grecque était prévisible depuis le moment où il y a eu la crise de Lehman, donc tout ça a été écrit. Maintenant, je peux vous dire, tout le monde le sait maintenant, qu'il va y avoir une crise sur Malte, qu'il va y avoir une crise sur la Slovénie, qu'il y aura une crise sur le Luxembourg, et que la Lettonie et la City de Londres sont aussi dans le collimateur. Tout ça doit être réglé, mais au fond, ça montre que l'Europe permet d'avancer vers une règle de droit, permet d'avancer vers l'éthique, et que l'Europe pousse à une amélioration, à la mise en place d'une gouvernance démocratique sérieuse. Alors, François Hollande s'exprime donc dans une petite heure. Vous lui dites quoi, comme ça? Vous êtes en face de lui, vous lui dites... Quand je suis en face de lui, je lui parle. Donc, je n'ai pas besoin de passer par vous pour lui dire ce que j'ai à lui dire. Voilà, on a envie d'entendre juste quelques instants là. Vous lui dites, soyez vous-même, expliquez-vous mieux, pourquoi vous êtes incompris. Il faut... Non, je crois qu'il faut être serein, il faut être précis et il faut parler de 2017. Voilà. Directement et pas de la vie de demain, pas de la vie quotidienne des Français aujourd'hui. Il faut donner des perspectives et aussi dire aux Français, je fais mon travail, faites le vôtre. Réformez-vous, bougez, vous qui êtes chômeurs, on va vous aider à vous former. Vous qui êtes au travail, innovez, trouvez des idées nouvelles.
Vous qui vivez en étant à la fois élu d'une région et d'un département, comprenez que c'est du gaspillage, comme nous l'ont compris les élus alsaciens ou comme l'ont compris les élus du Rhône, qui font honte à l'État en organisant eux-mêmes la réforme de leur collectivité territoriale. C'est un enjeu national. On a tort de penser pyramidal, de penser que tout vient du président. C'est un effort de tous. Et pour ça, il faut qu'on ait un projet collectif. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, c'est donc le journal de Rachid Embarki. On décryptera aussi justement les préparatifs de cette émission. François Hollande qui a quitté l'Élysée, qui est en train d'arriver à France Télévisions. France Télévisions qui... Voilà, donc là, c'est l'arrivée en direct que vous voyez donc devant les studios de France Télévisions du président de la République. Vous le savez, des manifestants hostiles au mariage pour tous qui se sont réunis devant les bâtiments de France Télévisions et près d'1 millier de CRS mobilisés pour éviter un face-à-face, éviter un incident. Le président de la République qui vient donc d'approcher des studios de France Télévisions. À tout de suite.